La loi de la myopie générationnelle est une loi écrite dans le livre Les lois de la nature humaine, écrit par Robert Greene. Ici, du coup, on va parler des générations et de l'influence des générations sur nous-mêmes. En fait, chacun d'entre nous naît dans une génération particulière et celle-ci a une influence sur notre façon de penser qui est assez importante. Car en fait, chaque génération veut se séparer de la génération précédente. Et cela donne au monde, en fait, au monde entier, une teinte, une ambiance un petit peu différente à chaque fois et un peu particulière. Cela crée dans chaque génération, et pour vous-même aussi, des valeurs, une façon de percevoir le monde, des goûts qui sont différents à chaque fois et que l'on internalise sans s'en rendre compte. Une fois qu'on est adulte, en fait, cela se cristallise. On cristallise notre façon de penser et on a alors beaucoup plus de difficultés de se rendre compte des autres façons de penser, des autres générations. Et en comprenant cela, du coup, en comprenant à quel point les générations ont une influence importante sur notre propre façon de voir le monde, alors on comprendra mieux quel est l'esprit du temps. On arrivera alors à mieux comprendre aussi les tendances et à arriver à anticiper aussi les différentes tendances de notre propre génération. Et alors on développera une pensée beaucoup plus indépendante. L'auteur nous amène en 1774, le 10 mai 1774, au moment de la mort du roi Louis XV. Louis XV, après un très long règne, laisse un royaume prospère. La France, à ce moment-là, est la première puissance d'Europe. Malgré tout, il y a pas mal de mécontentements qui montent et qui grandissent au sein de la société française de l'époque. Le tiers-état, alors, composé des bourgeois, des paysans, réclame plus de pouvoir. La classe moyenne réclame de plus en plus de pouvoir. Et alors, à ce moment-là, le nouveau roi, Louis XVI, arrive et représente la nouvelle génération. Mais lui, par contre, ne veut pas du tout de changement dans la société. C'est quelqu'un qui était très timide, qui a des moments de panique, qui ne sait pas trop quoi faire, qui a peur de prendre des mauvaises décisions. Et du coup, il est très rassuré par les institutions en place, par la royauté, par l'Église. Il est d'ailleurs lui-même extrêmement croyant. Il croit en sa nature divine, en sa propre nature divine, et croit réellement être le lieutenant de Dieu sur terre. En 1775, lors du couronnement de Louis XVI, il y avait un jeune étudiant parmi la foule qui s'appelait Georges-Jacques Danton. C'était un étudiant qui était décrit comme étant très énergique et sans peur, quelqu'un qui était très fan de la Rome antique et notamment de Cicéron. Pour le couronnement du roi, il y avait un concours qui était organisé auprès des étudiants pour qui décrirait le mieux la cérémonie de couronnement. Et Danton voulait absolument gagner ce concours-là, donc il s'approcha le plus proche possible de la cérémonie. Il arriva à Reims juste à temps, il s'approcha de la cathédrale et s'approcha le plus près possible pour pouvoir voir le roi. Lorsque le roi sortit de la cathédrale avec tous ses habits luxueux, comme on n'imagine même plus, avec incrustés de pierres précieuses, incrustés d'or, avec des décorations comme on n'imagine même pas, eh bien malgré tout, lorsque Danton vit le roi, il se rendit compte que c'était quelqu'un de très ordinaire en fait finalement. Il ne paraissait pas plus impressionnant que ça malgré tout son attirail, malgré les tableaux, malgré la carriole du roi qui était elle aussi extrêmement décorée avec plein de dorures dans tous les sens. Eh bien malgré tout, ce spectacle-là faisait presque daté, faisait presque grotesque finalement. Malgré tout ça, Danton reçut quand même la première place, le premier prix pour le concours des étudiants. Des années plus tard, Danton devint avocat dans une France dans laquelle le mécontentement contre le roi grandissait de plus en plus. L'extravagance de la reine n'aidait pas, l'arrogance des nobles n'aidait pas non plus à faire passer la pilule. En plus de ça, la France à ce moment-là avait des problèmes financiers, avait des problèmes de trésorerie et mettait en place des vieilles taxes du temps féodal et les remettait au goût du jour, ce qui n'était pas du goût des gens évidemment. Le jeune roi du coup était extrêmement timide, était complètement débordé par la pression qui était autour de lui. Danton alors prit un poste d'avocat au conseil du roi. Il n'aimait pas vraiment cette idée-là en fait, il avait très peur de rejoindre un navire en train de couler. Mais il prit quand même ce poste-là pour pouvoir avoir une bonne situation. En réalité, le père de sa fiancée, de sa Gabrielle, exigeait de Danton qu'il ait une bonne situation pour pouvoir accepter leur mariage. Et d'ailleurs, 2 jours après qu'il soit nommé au conseil du roi, eh bien, le père de Gabrielle accepta leur mariage. Danton participait de plus en plus à des groupes d'opposition politique et ressentait bien alors à Paris l'ambiance changeait, l'ambiance générale changeait, les gens demandaient du changement. Et lorsque, au conseil du roi, il obtint
une nouvelle poste, un nouveau poste, un poste plus élevé, en fait il le refusa carrément et s'adressa au ministre en disant « Mais vous ne voyez pas la révolution arriver ?» La situation financière de la France, s'aggravant d'année en année, finit par forcer Louis XVI à convoquer les États généraux. Mais celui-ci refuse de donner aux tiers-États autant de pouvoir qu'à la noblesse et au clergé. Du coup, ceux-ci se révoltent et cette révolte s'appellera la Révolution française. C'est une histoire qu'on connaît bien, nous en particulier bien sûr. Je rappelle rapidement les événements, du coup, la création d'une nouvelle constitution, l'écriture des droits de l'homme, la création de l'Assemblée nationale, la prise de la Bastille et l'abolition des privilèges. Bref, on retrouve notre histoire avec Danton au moment où le roi est enfermé au palais des Tuileries. D'accord, Danton est alors devenu l'un des leaders de la Révolution. Et il vient alors s'adresser au roi pour lui demander de prêter allégeance à la nouvelle constitution. Et il se rendit compte alors que le roi était toujours resté dans son idée comme quoi il était le lieutenant de Dieu sur terre, de droit divin, que la situation allait s'arranger, allait revenir comme avant. En fait, la monarchie allait redevenir ce qu'elle était autrefois et que tout allait rentrer dans l'ordre. De sorte que Danton se rendit bien compte que le roi était complètement déconnecté de la réalité. Le roi prêta allégeance à la nouvelle constitution, mais Danton n'y croyait pas vraiment. Et effectivement, après la tentative d'évasion de Louis XVI, les révolutionnaires ont alors considéré qu'il avait trahi la révolution, qu'il avait trahi la nouvelle constitution. Et donc, ils ont voulu créer une république et abolir complètement la monarchie. S'ensuivit donc les événements de l'exécution de Louis XVI, le régime de la terreur et la guerre avec les autres monarchies d'Europe. Et justement, Danton, qui était toujours à la tête de la Révolution, voulait aller superviser la guerre en allant en Belgique. Et il reçut un courrier de provenance de Paris lui disant que sa femme était décédée. En apprenant cela, il a fait demi-tour, il est rentré sur Paris, il a fait déterrer le corps de sa femme pour être avec elle encore quelques heures avant de la renterrer. Cet événement l'a tellement attristé finalement qu'il a laissé aller sa place et il s'est complètement laissé aller à la faveur de Robespierre qui en a profité justement. Et Robespierre en a donc profité pour pouvoir faire arrêter Danton et s'est organisé pour le faire exécuter, et ce sur la base de simples insinuations. Le jour de son exécution, Danton alors pointait du doigt les appartements de Robespierre en lui disant « Tu es le prochain ». L'interprétation que Robert Greene fait de cette histoire, c'est que Louis XVI a vécu très loin de la réalité. Il a vécu au château de Versailles qui ne correspondait pas du tout à ce que vivaient les autres gens en fait, de son époque. Avant lui, Louis XV avait déjà connu les premiers signes de contestation en fait, dans la société. Il avait connu Voltaire et Diderot qui se moquaient de l'Église et de la monarchie déjà. À cette époque-là, partout en Europe infusait une révolution scientifique qui s'insinuait dans la société et qui était assez difficile à concilier avec l'Église justement et la noblesse. De sorte que beaucoup de bourgeois alors à l'époque gagnaient de plus en plus de pouvoir et en voulaient encore davantage, et de cette manière-là, pour pouvoir avoir encore plus de pouvoir, il fallait en finir avec la monarchie absolue. Les gens alors s'assemblèrent en sociétés secrètes, comme les francs-maçons par exemple. Danton était lui-même un franc-maçon. Et de son côté, l'Église périclitait de plus en plus, était de moins en moins populaire, grâce ou à cause de la science, selon les points de vue. Et en plus de ça, du coup, le prix du coût de la vie était de plus en plus élevé, le prix du pain notamment était de plus en plus élevé également, ce qui est généralement un terreau fertile pour les révoltes et les révolutions. Mais le roi, lui, était trop timide et trop déconnecté de la réalité pour pouvoir se rendre compte de ce qui allait se passer. Contrairement à Danton, lui, qui avait les deux pieds dans la réalité, justement, qui côtoyait les Parisiens au jour le jour, et qui était aussi beaucoup plus courageux, ce qui lui a permis justement de faire tout ce qu'on vient de voir. De sorte qu'il avait aussi, Danton, un goût assez prononcé pour le romantisme qui le gardait connecté avec le public. Lorsque Danton fut amené à la tête de la République, les gens aimaient encore leur roi. Mais après les trahisons de celui-ci, les preuves de la trahison de ce dernier, qui voulait en fait garder le pouvoir uniquement pour lui tout seul alors qu'on lui avait proposé une monarchie constitutionnelle, fait que les gens ont pris ça vraiment pour une trahison.
Lors de son exécution, Louis XVI hurlait à la foule qu'il absoudrait les péchés de tout le monde, que tout allait bien se dérouler finalement. Il croyait encore, même devant la guillotine, être de nature divine et ne croyait même pas à sa propre exécution. Robert Greene ici nous invite à comprendre que ce n'est pas nécessaire d'être un monarque en vivant au château de Versailles complètement déconnecté du reste du peuple pour avoir justement un sentiment de déconnexion. Chacun d'entre nous, on a tous ce même phénomène qui est qu'on a tendance à regarder le monde actuel, le monde présent, avec nos yeux du passé. Sauf si vous êtes très jeune. Mais en gros, on a tendance à regarder le monde actuel avec nos yeux de jeune. Comme si on était toujours jeune en fait. Sauf si vous avez 20 ans, ça ne vous concerne pas évidemment. Mais pour nous, voilà, ça nous concerne. Même s'il y a des nouvelles tendances, des nouvelles cultures, des nouveaux styles qui apparaissent, on a toujours tendance à garder notre façon de voir les choses comme si on était toujours jeune finalement. Et il faut bien comprendre que ceux qui sont plus jeunes que nous n'ont pas du tout le même respect pour les institutions, ils n'ont pas la même vision des choses. Un exemple évident, par exemple, c'est le traitement du réchauffement climatique. Les quinquagénaires sont beaucoup moins impactés, beaucoup moins intéressés par le réchauffement climatique que ceux qui ont moins de 25 ans, par exemple. De nouveaux symboles apparaissent, une nouvelle culture, de nouveaux mythes aussi apparaissent. Et tout cela peut sembler assez anecdotique, presque de la mode finalement, jusqu'à ce qu'arrive une crise. Et les crises font peur à beaucoup de gens, c'est-à-dire qu'énormément de gens se sentent inconfortables justement lorsqu'il y a des changements importants dans une société. Et du coup, pour essayer de se rassurer, ils se réfèrent encore plus fort au passé, comme c'était le cas de Louis XVI justement. Ces gens-là, du coup, se lient entre eux et essayent de lutter contre les changements qui arrivent dans la société. Mais c'est une tâche futile. En réalité, ces gens-là ont peur du changement parce qu'ils ont peur de l'inconnu, de l'avenir. Et du coup, ils essayent de lutter contre ça. Votre tâche à vous, donc, ce n'est pas de faire ça, bien évidemment, c'est de faire comme Danton, c'est-à-dire d'apporter une vision au changement, une vision à ces nouveautés qui arrivent dans la société pour regarder les choses, les événements, dans un nouvel angle, un nouveau cadre. Oubliez les anciennes façons de penser qui vous obscureraient l'esprit. En réalité, vous devez complètement stopper vos tendances à juger et à moraliser les choses. Vous ne devez vouloir voir les événements, les choses, que telles qu'elles sont vraiment et non pas telles qu'elles devraient être. Il faut complètement réussir à abandonner ces jugements en fait qu'on fait tout le temps dans notre société. Il faut réussir à prendre du recul et ne pas juger les choses, justement, essayer d'analyser les choses, essayer d'analyser le mécontentement des gens, essayer d'analyser aussi tous les petits changements qui arrivent dans la société, les points communs entre toutes ces choses-là, ce qui vous permettra de découvrir un peu les tendances cachées, l'évolution cachée de la société finalement. Et ne croyez pas qu'il s'agisse là d'un exercice purement intellectuel, parce que les intellectuels en général sont ceux qui sont les moins bons à comprendre l'esprit du temps. Les intellectuels sont en général les derniers à comprendre ce changement parce qu'ils ont trop de théories en tête, ils sont trop conventionnels finalement. Alors qu'un véritable changement se ressent. Vous voyez, c'est quelque chose qui est différent. C'est assez difficile à faire et ça prend du temps à comprendre vraiment ces choses-là. Vous devez d'abord vraiment dans un premier temps arrêter de moraliser, arrêter de juger les choses, prendre un maximum de recul vous-même, ne pas prendre parti pour aucune solution, aucun parti, aucune idéologie et de réussir à après coup à comprendre le ressenti global de la société, vous voyez. Et une fois que vous arrivez à faire ça, essayez du coup de comprendre pourquoi, par exemple, certaines modes, certains styles évoluent et sont à la mode en ce moment. Pourquoi certaines idoles du passé deviennent ridicules. C'est quelque chose qui est beaucoup plus facile à comprendre si vous êtes jeune, évidemment. En gros, Robert Greene ici nous invite vraiment à devenir des leaders du changement. Et pour ça, il faut réussir à parler aux gens sur leur ressenti et non pas sur leur intellect. Et ici, Robert Greene cite Hegel qui dit « C'est la frivolité et l'ennui qui désinstallent l'ordre établi. Et le vague pressentiment de quelque chose d'inconnu sont les héros de l'approche du changement. » L'une des clés pour comprendre la nature humaine, c'est de comprendre que les styles et la mode, par exemple, changent tout le temps et on peut voir ça comme quelque chose de superficiel. Mais en réalité, les significations de ces changements-là sont beaucoup plus profondes dans la société. Avec du recul, lorsque on regarde les changements, les styles et la mode, eh bien tout cela répond à des patterns finalement. Par exemple, la mode et les styles reviennent à intervalles de temps réguliers.
Le classique, le romantique, le sexy, etc., etc. Ces changements révèlent en réalité plus qu'un simple désir de nouveauté. Ils reflètent profondément l'humeur des gens et leur psychologie. Par exemple, on peut remarquer dans notre situation actuelle que les phrases que l'on fait sont plus courtes que ce qu'il y avait avant. On a tendance en fait à ne faire des phrases que pour véhiculer de l'information et non plus pour faire joli par exemple, comme ça faisait plus autrefois. Aujourd'hui aussi, les spéculations sont de mauvais goût aussi. On a tendance à mettre plus de données chiffrées par exemple dans des écrits si on a envie de les rendre crédibles. Et en fait, tout cela reflète vraiment des changements de valeurs profondes dans la société. Cela peut paraître anecdotique, mais ça ne l'est pas du tout. Rien n'est innocent dans ce monde. Et ce qui conduit tous ces changements est une succession ininterrompue des différentes générations. Et chacune d'entre elles essaye de créer quelque chose de pertinent de leur propre expérience du monde en fait. Et en plus de ça, chaque génération veut vraiment créer quelque chose de différent de la génération précédente, en prenant en moyenne 22 ans par génération. Quel est alors le phénomène générationnel? Alors, ce que Robert Greene appelle un phénomène générationnel vient de la petite enfance. C'est quelque chose qui revient dans tous les chapitres du livre, véritablement. Lorsque l'on est enfant, donc, eh bien, on est une véritable éponge, une éponge à émotions, à ambiance, à énergie qui circule autour de nous. Et notamment, on absorbe les énergies de nos professeurs, de nos parents. On acquiert alors un langage, une façon de penser et même une façon de fonctionner avec les gens. Et tout cela devient automatique pour nous, de sorte qu'on est vraiment complètement inculqué de la culture de notre temps, sans s'en rendre même compte. Et tous les gens qui ont le même âge que nous, finalement, ont eu le même processus. Et quand on devient adolescent, on a envie d'avoir notre propre identité, on cherche notre propre identité, en se séparant déjà de celle de nos parents. Et puis, on devient alors très sensible aux apparences et au style et on veut vraiment montrer qu'on fait partie d'une certaine tribu générationnelle, vous voyez. Et comme on est très jeune à ce moment-là, les grands événements de la société au sens large vont avoir énormément d'impact sur nous et vont être très très décisifs sur nous. Par exemple, que ce soit des nouvelles technologies, des crises financières, des scandales ou une catastrophe naturelle ou politique ou autre, par exemple, ou une guerre, ça va avoir un impact sur nous extrêmement fort à cet âge-là. On se rend compte alors que notre propre expérience du monde ne correspond pas très bien aux idées et aux valeurs de nos parents, et donc on en cherche d'autres. Mais comme on est encore assez jeune et qu'on n'arrive pas bien à comprendre d'où viennent les événements, les causes et les conséquences des événements, on arrive quand même à interpréter les choses un peu comme on peut. Mais dès qu'on a 30 ans et plus, là on commence à pouvoir avoir des responsabilités, à pouvoir altérer le monde lui-même en accord avec nos valeurs. Et cela inévitablement crée un clash avec les générations plus anciennes, qui nous voient encore comme immatures, indisciplinés, pas encore prêts à assumer des responsabilités, etc., etc. Et au final, nous-mêmes, en vieillissant à notre tour, on finira par juger les plus jeunes. Et cette histoire est vieille comme le monde. On a retrouvé au Moyen-Orient des tablettes d'argile qui dataient de plus de 1000 ans avant Jésus-Christ, sur lesquelles il y avait des témoignages comme quoi « Aujourd'hui les jeunes sont pourris, mauvais et fainéants. Ce ne sera plus jamais ce que les jeunes étaient autrefois. Ils ne pourront jamais préserver notre culture. » Comme quoi beaucoup de choses changent, mais aussi beaucoup de choses ne changent pas au final. En gros, cet esprit de génération, justement, est quelque chose qui est beaucoup plus inconscient que conscient. C'est beaucoup plus quelque chose qui se ressent, une ambiance générale, une humeur de génération collective, vous voyez, quelque chose comme ça. Et c'est très souvent aussi d'ailleurs pour ça que l'on associe à une génération en particulier, on associe un style de musique, un style vestimentaire, un style artistique, littéraire ou certains films par exemple, vous voyez. Au XIVe siècle, l'érudit Abd al-Rahman ibn Mohammed ibn Khaldoun, j'espère que j'ai bien prononcé, fut le premier dans l'histoire à émettre l'idée comme quoi l'histoire au sens global, au sens large, était un pattern qui se déroule en 4 actes. 4 actes pour 4 générations en fait. Il décrit ici du coup l'idée comme quoi la première génération de ce cycle-là est une génération qui veut révolutionner le cycle précédent. Ils veulent partir sur des nouvelles idées, sur des nouvelles valeurs et créer une nouvelle société. Pour ça, ils créent des révoltes et une révolution globale. Cela crée donc une société avec énormément de chaos, où très souvent des grands leaders, voire des prophètes émergent de ces générations-là qui donnent à ces révoltes-là une teinte, une direction très particulière.
La seconde génération, donc le deuxième acte, est assez différent. Eux, ils étaient jeunes durant la révolution de la première génération. Et donc, ils ont très mal vécu ce genre de choses, ça les a beaucoup impactés. Et ils veulent créer une société qui est beaucoup plus cadrée, beaucoup plus droite, avec des dogmes et des conventions. La troisième génération se sent moins concernée par la révolution d'antan qui commence à dater un petit peu. Eux, ils veulent plutôt, et en plus ils ont acquis vraiment la stabilité de la société grâce à la génération précédente, donc eux, ce qui les intéresse, c'est plutôt de résoudre des problèmes, de se faciliter la vie, vous voyez. Et du coup, ils ont plus de considération pour tout ce qui est matériel, ils sont moins intéressés par les idées finalement, et ils sont de plus en plus individualistes. La quatrième génération sent que la société a perdu de sa vitalité, bien qu'ils ne savent pas trop par quoi remplacer justement cette société-là. En fait, ils questionnent les valeurs dont ils ont hérité, jusqu'à devenir cyniques carrément. Bien qu'ils ne savent pas trop par quoi remplacer justement toutes ces valeurs et ces croyances, eh bien, ils s'assemblent autour de nouvelles valeurs, de nouvelles croyances justement pour créer la révolution, pour pouvoir enlever l'ordre établi, l'ancien ordre établi, et repartir sur un nouveau cycle. Votre tâche comme étudiant à la nature humaine, c'est de prendre en compte la chose suivante. Imaginez que vous êtes un archéologue du futur, vous êtes 1000 ans plus tard, vous voyez, et vous examinez votre génération actuelle, d'accord ? À travers les yeux de quelqu'un qui découvre complètement votre monde actuellement. Qu'est-ce que vous ressentirez? Il faut vraiment pour ça sortir du schéma mental du bon ou mauvais. Il faut vraiment arrêter les jugements complètement. Vous voyez, imaginez que maintenant vous examiniez quelque chose qui s'est passé 1000 ans avant vous. Vous voyez que vous aurez une certaine distance. Essayez de garder la même distance mais avec votre propre génération. Et cette attitude-là aura un rôle clé dans votre développement. Vous vous sentirez alors complètement différent du rôle de suiveur ou de rebelle de votre génération actuelle et vous aurez alors développé votre propre relation à la société et vous pourrez alors devenir un innovateur formidable. On remarque alors aussi que l'ambiance globale qu'il y a dans une société dans laquelle on est né et dans laquelle on a grandi a un impact assez important sur nous une fois adultes en fait. Par exemple, on remarque que ceux qui sont nés et ont grandi dans des années de permissivité totale, où il y avait une liberté absolue, ont une tendance, une fois adultes, à être plus sauvages et inconscients que les autres. Au contraire, ceux qui sont nés dans des années de grand contrôle, où tout était très strict, eh bien ça fait des adultes assez peureux et qui n'osent pas sortir de leur zone de confort. Et ceux qui sont nés par exemple dans des années de grande liberté sexuelle aussi par exemple, eh bien ont tendance, encore une fois ce sont des tendances et non pas des règles absolues bien sûr, à être des adultes beaucoup plus égocentriques et à négliger leurs propres enfants. Comment anticiper l'état d'esprit du temps du coup? Alors maintenant Robert Greene insiste sur le fait que nous sommes nous-mêmes une partie de l'état d'esprit du temps, c'est-à-dire que on a absorbé en fait toute la culture qu'il y a autour de nous depuis notre naissance et donc on peut être assez certain que si jamais vous avez des frustrations sur la manière dont le monde tourne, sur la manière dont les anciennes générations fonctionnent, eh bien vous pouvez être assez certain que les autres personnes du même âge ou qui font partie de la même génération que vous ressentent à peu près la même chose, d'après Robert Greene. Et donc son idée c'est que si jamais vous travaillez justement sur ces sensations-là et que vous arrivez à agir dessus, eh bien votre travail alors résonnera extrêmement fort parmi les mêmes personnes de votre génération, parmi les gens de votre génération. Et du coup, vous agirez vous-même sur l'esprit du temps. Et c'est ça l'intérêt de la chose. Voici donc quelques stratégies pour ça. L'une des stratégies possibles est donc de lutter contre le passé. Robert Greene ici nous invite à créer quelque chose de nouveau. Mais très souvent, les gens auront peur de créer quelque chose de vraiment nouveau, de peur de vraiment sortir des sentiers battus parce que comme personne ne l'a fait avant, finalement, on hésite énormément, on a peur d'y aller vraiment à fond. Robert Greene ici nous dit au contraire, il faut y aller vraiment plein gaz, il faut vraiment y aller à fond, créer complètement quelque chose de nouveau, quelque chose de complètement différent avec ce qui a été fait avant. Mettez-le en avant, montrez clairement et le plus clairement possible votre différence avec les générations passées. Exprimez ce qui est tabou, exprimez les différences avec les générations passées et cela aura tendance à exciter et à intriguer et attirer en tout cas les gens finalement. Cela attirera l'attention des gens.
Autre stratégie possible, ici, c'est l'idée de ressusciter l'état d'esprit de l'enfance. C'est une idée que Robert Greene utilise assez souvent dans le livre, assez régulièrement, dans chaque chapitre quasiment. Et l'idée ici, c'est vraiment de rester connecté à son état d'esprit lorsque l'on était enfant. Essayez de vous rappeler quelle humeur vous aviez, quelle était l'ambiance générale, quels étaient les différents événements historiques, quels étaient les produits, les styles, ce genre de choses. Et l'idée ici, c'est de recréer certains événements, mais sous une certaine forme, une fois que vous êtes adulte, avec vos yeux d'adulte, et vous arriverez alors assez facilement à trouver une assez large audience. Par contre, et c'est là que Robert Greene nous met en garde, il ne faut vraiment utiliser cette stratégie que si vous êtes vraiment connecté avec votre enfance en fait, que si vous avez une vraie connexion forte. Parce que si vous pouvez faire semblant, mais ça va paraître fake, ça va paraître non authentique et au final ça aura l'effet inverse. Stratégie numéro 3, continuez à vous adapter. C'est-à-dire que lorsque l'on devient adulte, on a tendance à cristalliser les idées et les valeurs que l'on avait lorsqu'on était adolescent. Et à force, on finit par devenir potentiellement une caricature de soi-même si on n'évolue plus. Les gens qui n'évoluent plus, justement, finissent par avoir exactement la même façon de penser en permanence. Et de plus en plus, alors, de jeunes arrivent et finalement, la réalité et le changement de la société sont inéluctables. De sorte que, un peu comme le dit un certain adage bouddhiste, la seule chose de permanente dans le monde, c'est le changement. Du coup, si vous restez avec vos mêmes idées et vos mêmes pensées, eh bien vous allez faire du surplace tandis que le reste de la société va avancer. L'idée donc, c'est de se moderniser. Ça ne veut pas dire changer, ça ne veut pas dire forcer son état d'esprit à changer complètement. Ça veut juste dire de s'adapter au changement de la société. Ça veut dire peut-être prendre certaines nouvelles idées, certaines valeurs qui sont portées par les jeunes. Et avec le temps, votre force, du coup, ce sera de réussir à mélanger vos propres expériences, vos propres perspectives de la vie avec les changements de la société. Et un très bon exemple à ça, c'est Alfred Hitchcock. Alfred Hitchcock, il commençait à tourner des films en 1920, dans les années 20, et il a travaillé pendant plus de 6 décennies. Son truc, c'était vraiment de lécher particulièrement soigner le langage visuel dans ses films, histoire de raconter une histoire par les images ou par ce qui se passait à l'écran sans forcément la dire. Et il a travaillé pendant plus de 6 décennies tout en adaptant son style en permanence et en restant à la mode finalement. Même si à côté de ça, il y avait d'autres réalisateurs qui passaient de mode au bout d'un moment, lui, il a réussi à toujours s'adapter en permanence. De sorte même qu'à la fin de sa carrière, eh bien, ses films étaient un mélange en fait entre des styles passés et présents, ce qui donnait à ses films une certaine profondeur, énormément de profondeur qui avait un effet particulier sur le public. De telle sorte que son travail paraissait vraiment être en dehors du temps lui-même. Au final, beaucoup de choses dépendent de notre seule perception finalement. Une même chose peut être vue comme étant excitante ou ennuyeuse, être déprimante ou au contraire pleine de promesses. Et tout cela, en final, ne dépend que de notre seule perception et si on a envie de pouvoir éviter d'être influençable justement ou d'éviter d'être une caricature de nous-mêmes, eh bien notre idée c'est que justement réussir à modeler notre propre perception des choses. Et pour ça, Robert Greene nous propose 4 stratégies. On peut regarder par exemple les différentes phases de la vie. Ici, Robert Greene nous dépeint 4 phases de la vie. La jeunesse, l'âge adulte, l'âge mûr et la vieillesse. Dans chacune de ces phases-là, on a des changements en nous qui s'opèrent, ou pas selon les gens. L'âge jeunesse par exemple. En général, la jeunesse, lorsqu'on est jeune, on vit les choses intensément, on est plus vulnérable aussi émotionnellement. On a tendance à être plus grégaire aussi, à donner beaucoup d'importance à ce que les autres pensent de nous. Et on a aussi une certaine tendance à l'autosatisfaction. Et lorsque l'on vieillit, du coup, on a tendance à prendre plus de recul par rapport à ces choses-là. On a tendance aussi à voir notre esprit se cristalliser autour de certaines idées, certaines valeurs en particulier. On a beaucoup moins, on prend plus de distance avec le fait que ce que les autres pensent de nous n'est pas si important que ça. Bref, ce genre de choses, on a tendance à prendre plus de recul, à avoir plus de sagesse. Mais évidemment, tout cela, c'est juste des tendances globales. Il peut y avoir bien évidemment des personnes âgées qui sont extrêmement faciles à adapter, qui s'adaptent très facilement, qui sont très curieuses des changements. Et on peut avoir des jeunes qui ont eux aussi beaucoup de recul. Voilà, tout cela
et ce sont juste des tendances. Les générations présentes du coup maintenant. L'idée, c'est d'être le moins possible un produit de votre propre génération. L'idée du coup, c'est de passer, pour ça, beaucoup plus de temps avec des gens qui sont différents de vous, qui viennent d'une génération différente. Par exemple, si vous êtes jeune, passez plus de temps avec les plus anciens. Si vous êtes plus vieux, passez plus de temps avec les plus jeunes, vous voyez l'idée. Et si vous êtes justement dans ce dernier cas de figure, ne regardez pas les jeunes comme si vous étiez un mentor ou un parent ou une figure d'autorité. Il faut plutôt regarder les jeunes comme si c'était des pairs en fait, comme si vous étiez vraiment sur un plan d'égalité totale, égal à égal. De cette manière-là, vous arriverez à absorber leur état d'esprit de génération justement et leur façon de penser différente. Nous avons aussi tendance à caricaturer les générations passées, alors que on ne se rend pas compte que l'on projette nos valeurs et nos principes actuels dans le passé en fait, sans prendre en compte le point de vue de ces gens-là. En fait, on ne se rend pas compte que les choses et la culture sont cycliques. En fait, notre culture a été créée par les gens de la génération précédente et des générations précédentes en réalité. Du coup, le fait de se replonger justement dans des vieilles œuvres d'art, des vieilles pièces de théâtre ou des ouvrages littéraires qui dépeignaient la vie quotidienne des temps passés, du XIVe siècle, du XVIIe siècle, du XXe siècle, etc., nous permettra alors de prendre plus de perspective, plus de recul par rapport à notre propre génération. Et surtout, ne moralisez pas, ne jugez pas, hein. Tout cela vous permettra de mieux comprendre l'humanité vraiment au sens large. Le fait d'avoir des perspectives de différentes époques, de différentes cultures aussi, vous permettra donc alors de mieux comprendre quelle est votre propre culture et de mieux vous comprendre vous-même au final. Et on en a fini du coup avec la loi des générations, de la myopie générationnelle. Je trouve personnellement que c'est une loi particulièrement pertinente. Et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires de la vidéo. Du coup, il nous reste encore 2 lois à voir pour finir le livre « Les lois de la nature humaine ». Et on se retrouve donc la prochaine fois pour la loi dont je ne me rappelle plus du nom, mais ce sera la prochaine loi. À la prochaine!